Bonjour à tous. Donc je me présente, Olivier Jourdan. Je suis créateur de la société Wovalab et depuis 5 ans maintenant, on fait du LabVIEW, tout ce qui est autour de développement de logiciels en LabVIEW, Git, CI, process de documentation, etc., etc. Si jamais vous avez des problématiques dans ce sens-là, vous pouvez me contacter via le site web, LinkedIn, etc. Je pense que vous n'aurez pas de problème pour me trouver. Le sujet du jour, en 20 minutes top chrono. Comme l'a dit Luc, on va parler de la structure event et du cas timeout. Pourquoi on veut parler de pourquoi je me propose de parler de ce cas timeout de la structure event. Tout simplement, c'est pour exécuter du code de manière périodique. Il y a plein de solutions dans LabVIEW pour exécuter du code de manière périodique. D'ailleurs, en préparant cette présentation, je suis allé sur Google, j'ai tapé la question et je suis tombé, je voulais voir, j'étais curieux de voir qu'est-ce que les premiers résultats allaient me renvoyer. Je suis tombé sur une knowledge base de NI qui propose d'utiliser un timestamp, d'aller vérifier si le temps écoulé est supérieur à une certaine valeur, et puis d'exécuter le code. C'est une manière de faire. Je pense que c'est un peu désuet peut-être. On peut utiliser des while loops, on peut utiliser des time loops, on peut utiliser plein de choses, mais l'idée ici, c'est d'aller utiliser la structure event pour exécuter ce code de manière périodique. C'est une solution qui est très en vogue et qui est la solution recommandée quand vous utilisez le framework DQMatch, par exemple, quand vous avez besoin d'ajouter une boucle qui va faire du code de manière périodique. On va appeler cette boucle-là une helper loop, et elle est basée sur l'utilisation du cas timeout dans la structure event. Si la solution est très élégante, elle a des pièges. Et c'est ce que je me propose aujourd'hui de vous présenter, et de vous présenter une solution, un petit toolkit open source pour vous permettre de justement utiliser cette structure event et ce cas timeout de manière précise. Il y a quelques années, pour ceux qui sont des habitués des rencontres du Luge, j'avais fait une présentation sur les 10 choses à savoir à propos des events dans LabVIEW. Et j'avais parlé un peu de ce cas timeout. Le projet que vous voyez ici est disponible sur GitLab. C'est un projet public, vous pouvez le télécharger, l'utiliser, aller voir ce qu'il y a dedans. Et on va s'intéresser à un exemple en particulier qui est l'exemple qui ne marche pas et qui va nous démontrer les problématiques qu'on peut avoir. Je vais vous montrer le code. Et donc, le code, tout simplement, on va venir simuler la lecture sur un instrument d'une valeur de manière régulière. Et vous allez pouvoir voir sur le graphe, sur le graphe du haut, c'est la valeur de la lecture. On imagine qu'on a un instrument qui a une tension, on voit une sinusoïde. Et le graphe du bas représente la période entre deux appels du cas timeout dans la structure event. On voit ici, on voit que cette structure event a été configurée avec un timeout de 250 millisecondes, et on a bien un appel à ce cas timeout toutes les 250 millisecondes, et j'ai bien une belle sinusoïde qui se dessine. Maintenant, dans la vraie vie, comment ça se passe? En général, la lecture sur un instrument va prendre un peu de temps. Donc, le code qu'on exécute de manière périodique prend du temps à s'exécuter. Et il faut bien comprendre, et je ne sais pas, je n'ai pas posé la question, mais peut-être que vous pouvez rapidement lever la main dans Teams pour savoir s'il y en a qui sont... Ouais, alors, de manière numérique, Luc, vous pouvez juste un petit sondage rapide, ceux qui se sentent très à l'aise avec le fonctionnement du cas timeout dans une structure événement, si vous pouvez utiliser le petit React, donc Samuel, OK, très bien, OK, 5, 6, OK.
Bien. On a quasiment la moitié, je sais pas, on est combien? Voilà, on a une dizaine de personnes qui sont à l'aise. Donc, j'espère que vous apprendrez quand même des choses dans ma présentation. Je suis certain que ceux qui n'ont pas levé la main apprendront un certain nombre de choses également. Donc, le cas timeout, comment ça se passe? Quand est-ce qu'il s'exécute? Il s'exécute quand il n'y a aucun événement qui est déclenché parmi ceux surveillés par votre structure event. Ici, j'ai deux événements. Si ces événements n'arrivent pas, ben, je passe dans le cas timeout. Par contre, quand est-ce que le compteur du timeout commence? Ça, c'est la première chose sur laquelle il faut être vraiment conscient et qui est un piège. C'est que le compteur, il commence pas quand le cas timeout s'exécute, il commence quand le code revient dans la structure event. Donc là, j'ai mon cas timeout qui s'exécute, un certain temps d'exécution de code, du code qui pourrait être derrière ma structure event exécuté après l'exécution du cas timeout. Ce temps-là serait pris serait pris sur l'exécution. Et quand je reviens sur l'itération suivante, mon compteur, mon timeout, il commence à ce moment-là. Donc, tout le temps qui se passe dans le cas timeout et après va venir perturber finalement l'exécution périodique de mon code. Si de manière simulée, j'ajoute du délai, on va voir que ma période d'exécution de mon cas timeout, bah, elle ne correspond plus à mes 250 millisecondes. Donc, si je ne fais pas attention, je pense que j'ai un code qui s'exécute toutes les 250 millisecondes, mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est le premier piège que vous avez dans l'utilisation du cas timeout. Deuxième piège, c'est le reset du timeout, puisqu'on a dit que le cas timeout s'exécutait uniquement si aucun événement n'arrivait pendant la durée du timeout configuré. Bah, si j'ai un événement et par exemple j'ai une boucle qui fait de la lecture, on peut imaginer que sur cet instrument, je veuille faire aussi de l'écriture de temps en temps. Et je ne peux pas faire une autre boucle, je suis obligé d'utiliser la même référence, donc je suis obligé d'être dans cette boucle-là. Bah, si j'ai un événement de write qui arrive, bah, vous voyez, ça vient perturber ma période d'exécution de mon cas timeout. Et pire, je peux avoir, si j'ai beaucoup de write, et un write qui arrive plus rapidement que ma période de lecture, bah, je suis carrément, je ne vais même plus dans mon cas timeout, je ne fais même plus la lecture. Vous voyez, ma sinusoïde, elle est complètement perturbée. Donc ça, c'est les pièges de l'utilisation de la structure event pour exécuter du code de manière périodique. J'avais proposé, lors de cette présentation, une solution pour répondre à cette problématique. Du coup, ici, j'ai quasiment le même VI, sauf que bah, si je rajoute du délai dans mon cas timeout, ou si je fais des writes, vous voyez que mon sinus, ça se passe toujours bien, et ma période est toujours de 250 millisecondes. Alors, comment on gère ça? On gère en venant modifier le timeout en fonction du temps d'exécution du cas timeout ou en fonction de l'événement qui va venir faire le reset du timeout. On va mesurer quand est-ce que cet événement arrive par rapport à la dernière exécution du timeout et corriger le timeout en fonction. Et comme ça, on va conserver notre période. Vous allez me dire, OK, tu nous fais une présentation, Olivier, de 20 minutes, mais tu es en train de nous refaire la même présentation qu'il y a 3 ans. Sympa, mais c'est un peu réchauffé. Il y a 3 ans, j'avais présenté ça. Et depuis, bah, moi, j'utilise toujours ce cas-là et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire en termes d'aide pour les développeurs pour mettre en place ça et de manière beaucoup plus simple. Sachant qu'ici, il faut vraiment bien comprendre le mécanisme et ce qui se passe pour mettre les bons correctifs aux bons endroits, faire les bonnes mesures de temps, etc. Donc l'idée, ça a été de dire, OK, on a cette problématique, on a cette solution qui est élégante, mais qui a des pièges. Comment je peux proposer une solution qui va nous permettre d'utiliser ça de manière plus simple? En fin d'année dernière, voilà, je me suis posé un peu, j'ai arrêté de bosser sur les projets clients et j'ai dit, bon, faut que je trouve une solution, déjà pour moi,
Et puis, si je trouve quelque chose d'intéressant, je le partage. Et donc, il y a un petit toolkit que j'ai fait en fin d'année dernière qui est disponible sur VIPM, que vous pouvez télécharger, qui, si vous l'installez, se retrouvera dans la palette Add-ons Wovalab. Et de manière vraiment originale, j'ai appelé ce toolkit Wovalab Utilities, et il contient une sous-palette actuellement que j'ai appelée Helper Loop Periodic Timing. Donc, j'ai gardé la nomination de ces boucles, la nomination DQ et match, pour dire c'est des boucles qui viennent aider pendant l'exécution de votre code. Et je propose un certain nombre de fonctions qui vont vous permettre de vraiment mettre en place ce timing de vos boucles de manière très simple. Si vous voulez créer une boucle, vous avez la fonction en bas à gauche, hyper simple. Ça vient vous dropper une boucle while, une structure event, un cas timeout et toutes les petites fonctions nécessaires pour le timing de votre boucle. Qu'est-ce qui est important? On va créer ici un objet timing. On va pouvoir, à partir de cet objet, brancher le cas timeout et finalement, l'intelligence va se passer ici. Tout le calcul des timings va se passer ici. Et le seul VI qu'il va falloir mettre dans la structure event elle-même, ça va être dans le cas timeout. On va brancher ce VI pour avoir le temps pour lequel, à laquelle le cas timeout s'est exécuté en dernier. Donc là, top chrono, le cas timeout vient de s'exécuter. Et ensuite, vous pouvez rajouter autant de cas que vous voulez. Il y a juste à faire passer l'objet via un shift register pour qu'il revienne ici. Et ça va être votre période d'exécution du cas timeout va être respectée. Il y a également deux petits exemples. Je vais juste m'arrêter sur un exemple qui est l'exemple de base. L'autre, il s'approche vraiment sur des détails d'exécution, notamment le démarrage. Quand je vais demander à ma boucle de commencer à s'exécuter de manière périodique, est-ce que je veux que ça soit fait le plus rapidement possible ou après la période, etc. C'est du détail. Mais là, on se retrouve sur un exemple qui démontre le cas d'une boucle correctement timée et d'une autre mal timée. Sur le graphe de gauche, colonne de gauche, vous avez le temps d'exécution entre deux cas timeout. Donc ici, pareil, 250 millisecondes, tout se passe bien parce que on fait rien. Je vais faire du reset. Donc je vais dire, quand je clique ici, c'est que je suis en train d'appeler un autre événement, donc ça reset mon timeout. Vous voyez que en haut, la boucle reste stable, la période reste stable. En bas, on est perturbé. Sur le graphe de droite, vous avez la valeur du timeout qui est envoyée à la boucle. Donc vous voyez que les petites fonctions de l'API que j'ai fait en fin d'année dernière, elles vont venir vraiment modifier le timeout en fonction du clic. Pareil, si j'ajoute du temps d'exécution au niveau du timeout, on va avoir, et vous voyez en parallèle que sur la boucle qui est correctement timée, le timeout va diminuer. Forcément, je prends du temps dans le cas timeout, donc je modifie mon timeout en conséquence. Et vous voyez que sur la boucle qui n'est pas correctement timée, la période est modifiée. Et un des gros risques et un des gros pièges de l'utilisation du cas timeout, c'est si on n'a pas conscience de ça finalement. Parce que si on n'a pas conscience de ça, on va dire c'est bon, je fais de l'acquisition à toutes les 200 millisecondes, ou je vais écrire dans un fichier toutes les 200 millisecondes, ou je fais quelque chose toutes les 200 millisecondes. Non, ça peut être bien plus long que ça, avec une période bien plus large. Et ça peut être variable. Là, je rajoute un temps qui est stable, mais si vous avez un code qui s'exécute de manière différente à chaque tour, votre période, c'est un peu n'importe quoi. Et en général, on ne le mesure pas, ça, on ne s'en rend pas compte. On va s'en rendre compte quand vraiment on a un bug, on a un fonctionnement qui
qui n'est pas celui auquel on s'attend. Mais du coup, ça peut occasionner des fonctionnements qui ne sont pas ceux auxquels on s'attend. L'autre avantage de cette API, c'est qu'elle permet aussi très simplement d'accéder à une information qui est, parce que quel que soit le jeu et les modifications de timeout qu'on va faire, s'il y a trop de temps passé dans le cas timeout pour s'exécuter dans la période donnée, on va s'exécuter en retard. Donc si j'augmente le temps passé dans le timeout à plus que la période attendue, donc on voit la boucle, hop, et je vais passer au-dessus des 250 millisecondes. Et ici, sur cette fonction qui me permet d'avoir le timeout, j'ai aussi un indicateur qui me dit « t'es en retard ». Donc avec 4 VI, j'arrive à correctement temporiser ma structure événement et mon cas timeout. J'arrive à avoir l'information late et surtout, je peux rajouter autant de cas que je veux dans ma structure événement. Mon timing va être fait correctement. Donc voilà, c'est un petit outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il est dispo donc sur VIPM, c'est open source. Donc si vous voulez le modifier, ajouter des choses, il n'y a pas de problème, c'est open, vous pouvez contribuer. Et il y a une documentation qui va avec, normal, me direz-vous. Et je vais juste finir ma présentation là-dessus pour vous montrer que dans cette documentation, si j'ai du réseau, si ça veut bien charger, super. Vous m'entendez toujours? Toujours. D'ailleurs, pourquoi on j'ai dit, pas accès comme toujours, c'est des présentations réchauffées. Là, au moins, tu nous changes un petit peu d'animation là, avec ton nuage qui arrive. Je sais ce qui se passe parce que, tchoc, je vais y accéder par là. Parce que tu es sur Apple. Non, je suis sur un Windows. Non, mais je vous passe les détails. Ah, zut, je n'ai pas cliqué sur le bon lien, mais j'ai pas Internet sur ma VM, en fait. Donc voilà, ici on est sur la doc du projet et il y a une page qui est intéressante. Alors, il y a la description de l'API, donc de toutes les fonctions et de comment utiliser, voilà. Mais surtout, vous avez toute une page où ça reprend en fait tout ce que je vous ai un peu présenté, le principe de la helper loop et de l'utilisation du cas timeout pour exécuter du code périodiquement, et les pièges et comment l'API vient corriger les pièges. J'ai fini. Je ne sais pas du tout où on en est en termes de chrono. T'es super. J'ai t'as 16h24. encore, ouais, c'est ça. Donc, on est bien. On a dit 20-22 minutes, donc nickel. Félicitations, Olivier. Alors, Comme il y a peu de temps pour des questions, je suis preneur. Ouais, si vous avez des questions. Ah, je vois le lien, je vais le mettre dans le Discord. Je mets le lien vers le projet des events, des exemples, et le lien vers la doc et le VIPM. Je fais ça dès que j'ai fini de discuter. Est-ce qu'il y a. C'était tellement brillant qu'il n'y a pas trop de questions, sauf si j'en ai raté. Mathieu, t'en as vu ou que j'aurais raté ou pas? À part le micro-ondable. Non, ça c'était juste une blague pourrie. J'aime pas les garder pour moi, donc je les partage. C'est pas un cadeau, mais tant pis. Non, j'ai pas noté de questions. T'as des félicitations, en tout cas, pour la présentation qui était très claire, effectivement. Est-ce que ça fonctionne s'il y a fonctionne si utilisation en parallèle dans plusieurs VI? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est un minimum. Il peut y avoir, d'ailleurs, une des choses qui ont poussé à la création de ce toolkit, c'est pour les utilisateurs de DQMH. Vous avez peut-être noté que la dernière version du DQMH introduisait la création de helper loop automatique. Et du coup, il n'y a pas de mécanisme pour s'assurer que ces helper loops, elles vont s'exécuter de manière périodique et stable. Donc ça a été un peu, je me suis dit, j'étais en train de tester cette nouvelle version, et je me dis, mais
on propose de créer des helper loops très facilement, ben, il faut qu'on aille enfin, voilà, j'avais besoin de proposer ça. Et donc, du coup, moi, j'ai des codes où j'ai une dizaine de helper loops dans divers modules d'EQMatch qui utilisent ce mécanisme et qui fonctionnent très bien. Donc, ça peut être utilisé sur N boucle. L'important, c'est tout se passe dans l'objet, finalement. On n'est pas sur la référence. Olivier, on a des questions. Il y a Rodolphe qui pose la question de savoir comment tu fais le calcul entre deux boucles PID. D'une part, il y a quelle est la résolution de ce timeout? Il me semble qu'on est à la milliseconde là-dessus. À confirmer. Alors, j'en profite. Hein. On parle d'une boucle while qui s'exécute sur un OS desktop. On n'est pas sur du temps réel, on n'est pas sur du FPGA. Il ne faut pas s'attendre à un timing sans jitter et voilà, avec un jitter maîtrisé. C'est du Windows. Donc, ça va tourner, comme vous avez vu sur l'exemple, à quelques millisecondes près. Et puis, si Windows il décide de faire des trucs où vous n'avez aucune garantie, ça reste il n'y a rien de secret à l'intérieur. Hein, c'est le timeout de la structure event. Dans le prolongement de ce sujet, il y a Loïc qui demande: est-ce qu'il y a un comportement similaire à la fonction wait until next milliseconde multiple en cas de dépassement? Je suis pas sûr de la comprendre exactement la question. Peut-être Loïc ouvre le micro pour compléter. Si tu dépasses, est-ce que tu attends le prochain multiple ou est-ce que tu rattrapes ASAP? On rattrape ASAP. C'est pas, ouais, on n'attend pas le prochain multiple. Ça pourrait être une évolution, a priori. Ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option. Ouais. Tout à fait.